Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Hello! Alors dans ce nouvel épisode, on se retrouve avec Gwenaëlle. On a déjà enregistré un épisode ensemble, il y a quelques semaines et qui s'appelle Gwenaëlle, le temps fera les choses. Alors si tu arrives ici et que tu pas encore écouté cette première partie, je t'invite vivement à aller l'écouter, la découvrir, dans le sens où on parle, enfin en tout cas Gwenaëlle nous partage son histoire, avec le Vietnam jusqu'à l'adoption de son fils Gaspard, il y a à peu près, 18 ans si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on vient sur, une seconde partie de vie, une deuxième étape de vie, donc c'est-à-dire à partir du moment où Gaspard est arrivé en France, a rejoint la famille de Gwenaëlle en France et tout ce qui s'ensuit. Donc merci Gwenaëlle de prendre le temps encore une fois avec moi pour partager ton histoire. Je sais que ton épisode a beaucoup plu aux personnes qui nous ont écoutés et j'étais très heureuse de leur dire qu'il y aurait une seconde partie qui allait arriver parce que j'ai senti un peu l'impatience de connaître la suite, de ton histoire. Comment tu te sens en ce début d'enregistrement de second épisode? Bonjour Louise, déjà. Merci pour ce deuxième épisode, pour la suite des aventures de Gaspard et moi. Je me sens très bien, voilà, prête à évoquer mon parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il a 17 ans avec toi 17 ans. et tes auditeurs. Super, merci beaucoup. Donc tu es, à la fin de l'épisode, on arrivait sur le moment où tu étais rentrée en France, tu avais pris l'avion. Tu nous parlais d'un gros soulagement une fois que tu étais dans l'avion avec Gaspard. Ce retour en France, comment tu l'as vécu? Alors le retour en France, donc déjà dans l'avion, le voyage s'est très bien passé. Il y avait d'autres adoptants avec des enfants dans l'avion, comme je vous l'avais évoqué. Air France avait des partenariats avec les parents adoptifs. Et nous sommes arrivés à l'aéroport, ma famille, l'autre partie de ma famille qui n'avait pas pu m'accompagner, puisque là j'étais avec ma maman, la grand-mère de Gaspard. Nous sommes arrivés à l'aéroport, donc tout le monde nous attendait avec des nounours pour Gaspard. Et là, ça a été euh, comment te dire, un peu comme dans un rêve également. Je ne trouvais pas complètement mes marques parce que du coup, on arrivait à Paris, donc c'était pas chez moi. Donc, on avait loué un gîte avec ma famille pour pouvoir se retrouver. Donc, ma sœur avait son fils, le cousin de Gaspard, qui ont le même âge. On s'est retrouvés ensemble dans ce gîte pour fêter l'arrivée de Gaspard et puis prendre nos marques tous aussi, puisque mon père, ma sœur découvraient leur petit-fils. Donc il y avait cette joie, ils étaient intrigués. Voilà. Donc voilà, ce qui explique que moi j'avais déjà mes marques avec mon fils, mais les marques en France, on a commencé à avoir un petit peu nos repères sur ces premiers jours qu'on a passés en France. En revanche, c'est vrai que c'était le soulagement, un vrai soulagement de se dire c'est notre deuxième partie d'aventure, de vie ensemble commence maintenant en France avec sa famille au complet pour le coup. Pour le Et tu t'es sentie devenir maman instantanément ou ça a pris un peu de temps? Pas du tout, je suis pas devenue maman instantanément, enfin, je suis devenue maman louve instantanément, avec cet esprit de protection, enfin. En revanche, comme, le fait de retourner au Vietnam, alors qu'il y a eu quelques mois, où il a grandi sans moi, de le retrouver, c'était un enfant plus grand forcément, 3 mois plus tard, hein. Le fait d'arriver en France, en étant aussi maman solo, enfin, j'étais plus dans la protection, l'organisation, la gestion du quotidien. Au Vietnam, c'était les papiers, le dossier. Arrivé en France, c'était l'organisation. Donc j'avais cet instinct maternel, mais de louve, hein, de dire il faut que je fasse bien les choses, que j'organise notre quotidien. Ce qui était important aussi, c'est la rencontre avec ma famille. Donc peut-être que je m'effaçais un peu plus pour laisser ma famille appréhender voilà, leur petit-fils. J'ai vraiment développé l'instinct maternel quand je suis rentrée chez moi, quand on s'est retrouvés tous les deux. Où là, l'organisation était calée.
Voilà, et il n'y avait plus qu'à maintenant profiter de l'un et de l'autre. Donc c'est pas venu instantanément. En revanche, beaucoup d'amour, pas forcément l'instinct maternel de suite. Et comme tu dis, ça se fait, petit à petit et Oui. en douceur aussi et je pense que toi, il a fallu que tu trouves tes marques, mais que Gaspard trouve aussi ses marques aussi dans ce nouveau pays. Enfin, je me dis pour un nourrisson qui arrive, c'est une nouvelle langue, c'est des nouvelles odeurs, c'est des repères qui sont complètement différents aussi, tu vois? Donc, il y a toute une phase d'adaptation pour un enfant qui vient d'un autre pays. Alors il était jeune, il avait 3 mois et demi, et comme dans l'orphelinat dans lequel il était au Vietnam, il ne sortait pas les enfants. Donc il n'a connu que la pièce de l'orphelinat avec sa chambre, enfin son lit. Jamais il n'a vu l'extérieur du jour pendant les 3 premiers mois et demi de sa vie. Pourquoi? Je me posais la question justement parce que l'orphelinat était dans un beau jardin, près d'une rivière, dans une maison coloniale, hein, c'était l'orphelinat de la Croix-Rouge. Je m'étais imaginé qu'effectivement, il serait dans le parc avec les nourrices, pas du tout, hein. Et j'avais posé la question, on m'avait répondu qu'au Vietnam, c'est un pays très fier, le Vietnam. Ils ont de l'ego, ils sont très fiers, hein, mais à tout point de vue, hein, professionnellement, dans leur tenue vestimentaire, dans leur personnalité. Et il se faisait un honneur pour eux de présenter à l'adoption, enfin, des bébés potelés, hein, et blancs de peau, le plus blanc de peau possible, hein, qui est considéré au Vietnam, le fait d'être potelé, voire même avoir du surpoids, comme un signe de richesse au Vietnam. Et le fait d'être blanc, parce que les Vietnamiens refusent, surtout les femmes, hein, elles sont masquées avec des chapeaux, refusent le soleil parce qu'avoir le teint le plus pâle possible, c'est aussi un signe de richesse pour eux, hein, alors que être bronzé et maigre, c'est plutôt vers entre guillemets, la pauvreté. Donc c'est dans ce sens-là que les enfants ne voyaient absolument pas la lumière du jour, hein, et ils étaient super nourris. Ils avaient je sais pas combien de biberons par jour. Et c'est vrai que Gaspard était un bébé très potelé, hein. Parce que dans l'orphelinat, c'était majoritairement des parents, je veux dire blancs qui venaient les chercher en plus de ça. Il y Oui, avait, non, mais il y avait quand même cette volonté pour un enfant, pour les Vietnamiens, oui. de le rendre désirable pour, synonyme de richesse en fait. Il fallait qu'il ait tous les critères de richesse physique en tout cas, pour être adopté en fait. Sur leurs critères à eux. Parce Oui, que à ce eux. n'est pas les critères des parents adoptants. Leurs critères à eux, au Vietnam, dans leur culture, c'est d'être blanc et potelé, qui est un signe Ouais. d'être bien portant, de richesse. Et pour eux, même au Vietnam, ce qui m'avait vraiment étonnée, mais vraiment, c'est que pour eux, un enfant qui est adopté est un enfant béni pour eux. On me l'a dit, mais une dizaine, une quinzaine de fois, parce qu'il va avoir la chance d'être élevé dans une famille donc qu'il aime, de faire des études et d'avoir un métier, de bien gagner sa vie, parce que c'est très important au Vietnam, le métier et de gagner sa vie, hein, correctement, c'est quelque chose de primordial. On me l'a dit, je ne comprenais pas. Gaspard est béni, hein. On me l'a dit, mais énormément de fois. Je ne comprenais pas, hein. Donc c'est une question de culture. Parce que ce Ouais. n'est pas les adoptants qui demandaient des enfants le plus pâle possible et les plus potelés. Non, ce sont eux et cette fierté, hein, d'aussi, parce qu'ils ont un grand amour pour les enfants au Vietnam, hein. Ils ont un grand respect, une grande considération pour leurs enfants. Et c'est aussi de dire, voilà, on s'est bien occupé de nos enfants orphelins. Et donc, c'est cette fierté aussi du pays d'avoir bien su prendre soin de leurs enfants orphelins. Mmh. Il y a tout ça OK. derrière. C'était pas les adoptants qui souhaitaient des enfants pâles et Oui. potelés. Mais oui, mais en tant que parent, tu t'en fiches quoi. Enfin vraiment, c'est Non, un c'est le complètement. cadet de tes soucis quoi. Non, c'était vraiment le Vietnam, Ouais. mmh, dans leur Ouais. culture. OK et alors, les premières années de vie de Gaspard, comment ça se passe? Les premières années, donc, bon, maman solo avec mon fils sur les premiers mois. Ça s'est très bien passé, hein. Donc c'est en question bien sûr d'organisation. Euh, au niveau affectif, tous les deux, relationnel et tout, mais vraiment ça a été merveilleux, hein. Un enfant qui ne pleurait jamais
sauf pour un peu s'endormir. Et c'est un enfant qui avait toujours les billes ouvertes, des yeux comme des billes, à toujours regarder ce qui se passe autour de lui, et vraiment avide. Je le sentais, quoi, avide de découvrir, regarder les personnes, l'entourage, le paysage, etc. Donc comme s'il était en découverte permanente. Donc c'est quand il était bébé. Donc je passe un peu l'organisation, effectivement, après, que tout le monde connaît avec des enfants, de toute façon, adoptés ou non, maman solo, en famille, enfin, etc. Donc voilà. Et après, donc bon, Gaspard avait 14 mois quand il a rencontré son papa de cœur. Donc Ouh les là! premiers mois avec Gaspard, merveilleux, fusionnel. Bon, la suite aussi. Et puis, je souhaitais déménager, parce qu'à l'époque, j'habitais avec mon fils dans le centre France, un petit peu vers le sud-ouest, éloigné de ma famille. Mon deuxième objectif, ensuite, c'était de rejoindre mes parents au bord de la mer, et puis d'élever mon fils dans ma région d'origine, en Bretagne, au bord de la mer. Donc, j'ai demandé une mutation que j'ai obtenue, et je suis arrivée donc en Bretagne, à Perros-Guirec, où mes parents habitaient, avec Gaspard. Et puis comme j'étais maman solo à ce moment-là, la figure paternelle pour mon fils, c'était son grand-père. On avait discuté donc avec mon père, et voilà, c'était ça. On avait décidé que ce serait son référent masculin, la figure paternelle. Et mon père a eu de suite une adoration pour son petit-fils, qu'il a toujours d'ailleurs. Ils sont très proches tous les deux. Et je suis donc arrivée en Bretagne, et puis bon, l'organisation, la crèche, etc., etc. Et j'ai rencontré, 2 mois après être revenue en Bretagne, mon amour de jeunesse, que j'ai revu, donc je ne l'ai pas rencontré, je l'ai revu, qui était voilà, seul également. Et donc nous avons entamé une relation, enfin, qui a duré plus de 10 ans, et c'est devenu le papa de cœur de Gaspard. De suite, il y a eu un attachement profond de, de son papa, entre guillemets, pour Gaspard. En revanche, l'inverse a été un petit peu plus compliqué. Malgré le fait que Gaspard avait 14-15 mois, il était encore très très jeune, lui a refusé cet homme. Il refusait qu'il le prenne dans ses bras, il détournait le regard quand il lui parlait, et ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'il l'accepte. On est passé par plusieurs phases. Au moment où Gaspard a commencé à s'exprimer, c'était pas papa, c'était beau papa. Il l'appelait beau papa. Il ne souhaitait pas l'appeler papa, il se refusait à l'appeler papa. Donc, d'emblée, il a compris que c'était pas son père, même s'il avait que 14 mois quand il l'a rencontré. Et c'est venu progressivement, au fil du temps, petit à petit de lui-même. Un jour, il l'a appelé papa. Donc, c'est vrai que la figure paternelle qui était son grand-père, avec lequel il y a eu une fusion dès le départ, ça a été plus compliqué avec son père de cœur. Mais c'est fou ce côté très, presque primitif aussi de du coup pour un presque nouveau-né, enfin en 14-15 mois, de savoir exprimer un désaccord en fait, de dire: «Non, je suis On pas était prêt». très étonnés, très étonnés. Gaspard le détournait les regards, et créait une distance quand il le prenait dans les bras. Incroyable. Ouais et comme tu dis après ça s'est fait, petit à petit où, l'un comme l'autre en fait ils ont dû, entre gros guillemets, hein, «s'apprivoiser», tout doucement quoi. Ça a mis beaucoup de temps, Louise, beaucoup, beaucoup de temps, je trouve, quand même. Et ça a été quelque chose de difficile pour toi de voir que ça prenait autant de temps? Pas du tout. Pour moi, ça n'a pas été du tout difficile, parce que nous démarrions à nouveau une relation. Je ne savais pas non plus, comme c'était pas son père adoptif, hein, juridiquement, et puis c'était le début. Je ne savais pas combien de temps il allait rester dans sa vie non plus, combien de temps ça pouvait durer, quel attachement il y aurait, quelle responsabilité il prendrait vis-à-vis de Gaspard. Tout ça, c'était complètement nouveau. Donc, quelque part, je m'étais même dit, ne connaissant pas l'avenir, c'était trop récent. Bon, s'il n'y a pas d'attachement, c'est pas bien grave. Pour moi, c'était même
peut-être même nécessaire aussi, qu'il y ait pas d'attachement, d'emblée avec cet homme et puis ça peut pour moi, ça voulait dire aussi ma façon de comprendre les choses, qu'il n'y avait pas forcément de manque, hein, pour le coup. Ça me rassurait en tant que maman solo. Oui, c'est ça, c'est de se dire: «Ben, il est bien avec maman, il y a pas besoin de plus» et au-delà de ça, toi, ça te permettait de aussi garder ta liberté par rapport à ta relation amoureuse, de te dire: «Bon, bah, si jamais ça marche pas, c'est pas la fin du monde parce que mon fils, il y est pas hyper attaché aussi, quoi, en fait». C'est assez égoïste de penser ça, je le pensais. Et Ça a été égoïste ou pas, il faut être égoïste, hein. Écoute, moi, je prône l'égoïsme, je suis désolée, mais c'est important de penser à soi, tant que enfin, je pense que c'est peut-être mon côté, d'enfant adopté aussi, tu vois? Mais qu'on est, abandonné, confié quelque part en tout cas, on a un instinct de survie qui se met en place automatiquement de: «Il faut penser à soi» parce que, ben, il y a personne qui est là pour penser à nous, entre gros guillemets aussi, hein. et en tant que Et maman, je ne souhaitais pas que mon fils s'attache à un homme si j'étais pas persuadée qu'il allait rester dans sa vie et aussi je me posais la question si notre relation ne fonctionne pas, est-ce qu'il continuera à avoir un lien avec Gaspard aussi? Parce qu'un couple, qui se sépare, logiquement, même si ça se passe pas toujours comme ça, le papa reste, dans la vie de ses enfants. Là, étant n'étant pas son père adoptif, je me posais cette question. Donc je le protégeais, Gaspard, mais finalement, il s'est auto-protégé peut-être aussi puisqu'il le refusait. et à un moment, s'est posé la question que ce monsieur, adopte Gaspard ou pas? Oui, alors au bout de plusieurs années, hein, la question s'est posée, ça a été assez compliqué. Moi, le cheminement n'a pas été évident pour moi de laisser de pouvoir laisser une éventuelle place, hein, à cet homme pour devenir le père adoptif, le papa adoptif de Gaspard. Heu, la question, je me la suis posée. On a évoqué le sujet, nous avons évoqué le sujet ensemble, donc pas avec Gaspard, mais tous les 2, hein, notre couple, hein, et la démarche n'a j il y avait ce souhait, mais la démarche n'a jamais été, faite. Alors après, je vais confier quelque chose de très personnel. On s'est séparés au bout de 10 ans avec cet homme, hein, et en revanche, il m'a demandé à adopter Gaspard au moment de la séparation, bizarrement. J'ai refusé, hein, parce que pour moi, il avait peur et j'avais pas compris ça à l'époque que n'étant pas le père adoptif de Gaspard, j'allais l'éloigner peut-être de sa vie et demander de pouvoir adopter Gaspard, à ce moment-là, c'était aussi une façon, enfin, d'être sûr que Gaspard allait rester dans sa vie, ne sachant pas comment moi j'allais peut-être réagir. Je l'avais pas pris comme ça, je l'avais très mal pris, moi qui demande d'adopter Gaspard au moment où on se séparait. Je trouvais ça mais incongru. Voilà, donc j'avais refusé, j'avais refusé parce que vraiment je comprenais pas. Alors que ça avait été évoqué, les démarches n'avaient pas été faites. Donc pour moi, comme les démarches n'avaient pas été faites, il y avait comme un ralenti autour de ce désir d'adopter Gaspard juridiquement, parce que l'amour était là, c'était juste juridique. Donc j'ai refusé et le papa est toujours dans sa vie, non pas juridiquement pour le coup, hein, mais toujours dans sa vie. Il le voit régulièrement le week-end. Maintenant, j'habite à Saint-Malo, donc nous sommes éloignés par une certaine distance. Et pendant les vacances, hein, il s'occupe de ses études aussi, de tout. Il y a juste l'aspect juridique qui n'est plus là. En revanche, effectivement, il a fait quand même des papiers. S'il lui arrive quelque chose, Gaspard est, comment dire, notifié auprès d'un notaire. Voilà, il m'avait demandé tous les papiers, ce que j'ai fait. Notifié auprès d'un notaire s'il lui arrive quelque chose, puisqu'il a eu des soucis de santé. Voilà. Très personnel ce que je raconte, mais voilà un peu notre histoire par rapport au papa, mais qui est toujours là. Et là, Gaspard l'appelle papa depuis très très longtemps, le considère vraiment comme son père. Il sait que juridiquement, il n'y a pas eu de papier, mais c'est son père. Oui, il y a Et pour lui, c'est son fils, hein. ouais, C'est son fils. Mm. mais on est encore une fois, sur le lien du cœur, en fait, au-delà du lien du sang, tu vois? Enfin, vraiment, on est sur, une relation, de parents aussi qui s'est créée, sans Oui, le et il a cadre juridique, quoi. exactement. Et il a toujours été présent, toujours, toujours, Mmh. toujours. Et tu me parlais de dessins que Gaspard faisait quand il était plus jeune. Est-ce que tu serais OK d'en parler un petit peu, s'il te plaît?
Oui, Merci. donc l'adoption n'était pas un sujet, régulier. Il arrivait souvent le sujet sur l'adoption de manière impromptue comme ça, au cours d'une conversation, autre. C'est jamais préparé, réfléchi. C'est voilà, le sujet, de temps en temps, c'était pas très souvent finalement, arrivait et à un moment, Gaspard, petit, faisait des dessins de moi, heu, enceinte de lui. Il en a fait une dizaine comme ça, il me dessinait enceinte de lui, donc il parlait à l'époque Gaspard, et il me disait, parce que on lui a posé la question avec ma famille, mais à quoi correspond ce dessin? Et pour lui, voilà, ben, c'est maman, quand elle était enceinte de moi, j'étais dans le ventre de maman. Enfin, donc pour lui, Gaspard, j'étais née, je l'ai porté et il est né de moi, voilà. Alors il était petit, donc c'était pas forcément, évident de connaître les raisons, enfin, pour lesquelles, il dessinait, ces dessins. Mais bon, effectivement, c'était lié, à l'adoption. C'est pour lui vraiment, je pense c'est la manière dont je l'ai analysé. Après bon, je suis pas psychologue, mais il avait besoin de ce lien, peut-être, hein, ou soit c'était un refus effectivement de l'abandon, soit c'était un lien plus fort avec moi. Je ne sais pas, j'ai pas su l'expliquer. Comme il était petit, c'était compliqué aussi pour lui. Donc voilà, ça c'était la première, voilà, premier événement auquel on a été confronté par rapport à l'adoption quand il était petit. Et également quand j'évoquais mon séjour au Vietnam, mon deuxième voyage au Vietnam, quand je suis allée le chercher pendant à peu près 15 jours et demi, j'étais toute seule dans mon hôtel, aller le voir à l'orphelinat tous les jours. Au-delà de mes visites à l'orphelinat, je visitais la ville de Can Tho au Vietnam. J'allais me balader, je vivais quoi, à côté pour passer le temps et puis découvrir aussi le pays. Et là, Gaspard, hein, disait qu'il était avec moi alors qu'il était dans l'orphelinat. Il n'avait que 3 mois et demi. Il disait oui maman, je me souviens très bien. Oui, quand tu dis que tu es allée là, j'étais avec toi, je m'en souviens bien. Alors qu'il avait que 3 mois et demi et il n'était pas avec moi. Donc de la même manière, il avait besoin à ce moment-là de savoir que on était ensemble, hein, et qui m'accompagnait dans mes visites au Vietnam alors qu'il était à l'orphelinat et que moi je faisais mes visites seule, hein. Et sans arrêt, il dit oui, je me souviens bien, on est allé là, oui, j'étais avec toi maman, tu te souviens, hein. C'était très très étonnant aussi, façon de voilà, de vouloir partager ensemble ces moments. Alors de la même manière, est-ce que c'était un refus, voilà, parce qu'il était à l'orphelinat? Je ne sais pas l'expliquer. Mais en tout cas, c'est arrivé, hein. Et je lui ai dit en revanche, non, on n'était pas ensemble, Gaspard. J'étais toujours très honnête, très claire. J'ai dit non, non, on n'était pas ensemble, j'étais toute seule, hein. Donc je lui ai réexpliqué que lui, à ce moment-là, était dans l'orphelinat, mais je ne le laissais pas dans ses fantasmes ou ses rêves, je ne sais. Et Ouais, tout son puis, imaginaire, qui s'est développé autour de ça, quoi. Ouais. oui. Et le troisième événement assez étonnant, c'est donc nous sommes retournés 2 fois au Vietnam après l'adoption. La première fois, très peu de temps après, mon retour en France avec lui. Comme ma mère m'avait accompagnée au Vietnam et qu'elle a rien vu du pays, la pauvre, tellement parce qu'il y avait les démarches, je lui ai offert le voyage, hein, 2 ans et demi, 3 ans après, pour visiter, là, pour le coup, le Vietnam. Donc on est partis, tous les 3, Gaspard, sa grand-mère et moi, au Vietnam. Et j'ai voulu montrer l'orphelinat à ma mère. Et Gaspard était avec nous. Et je ne voulais pas que Gaspard monte dans les étages, là où il y a le bâtiment des enfants orphelins, parce qu'il y avait d'autres bâtiments avec d'autres activités de la Croix-Rouge, hein, dans ce bâtiment. Ce n'est pas qu'un orphelinat. Et étonnamment, quand on est arrivé là-bas, Gaspard parlait, a dit à ma mère, à sa grand-mère, on se taille, je ne veux pas rester ici. On se taille, on se taille, on se taille. Il n'a pas voulu. On est parti. Je ne sais pas non plus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais il la prenait par la main pour l'emmener en disant on s'en va, on s'en va, on se taille, on se taille, on se taille. Donc la deuxième fois, quand je suis retournée au Vietnam, donc avec son papa de cœur et Gaspard, hein,
On avait, donc pour le coup, dans un hôtel, il y a une nourrice qui a gardé Gaspard et je suis partie avec son père de, heu, voir l'orphelinat sans Gaspard. Il n'a pas voulu réitérer, voilà, cet événement. Donc on est partis tous les 2 voir l'orphelinat. Il s'était écoulé quelques années, l'orphelinat était fermé, n'existait plus. Je comprends pas non plus, mais vraiment, il voulait vraiment partir. Et également, lors de ce séjour au Vietnam, des 2 séjours au Vietnam, Gaspard est très fier de son pays d'origine. Très fier, il faut surtout pas critiquer. Moi, j'ai un peu de mal, moi, avec la nourriture vietnamienne là-bas, la vraie, nourriture vietnamienne, voilà. Mais je n'ai pas le droit de critiquer la nourriture vietnamienne, ça, il faut surtout pas critiquer le pays. En revanche, Gaspard refusait d'approcher les autres enfants vietnamiens. C'est marrant ça. Enfin, c'est pas marrant du tout, mais Voilà, on était dans des hôtels, donc il y avait des touristes, des enfants anglais, allemands, Mmh. français. Donc il allait jouer avec les enfants étrangers, qui ne parlaient pas la même langue. En revanche, on est allé plusieurs fois dans des parcs d'attractions uniquement fréquentés par des Vietnamiens avec leurs enfants. On est allé sur des plages où il y avait des enfants vietnamiens qui jouaient. Et comme Gaspard est vietnamien, ils allaient le chercher pour jouer dans les parcs d'attractions ou échanger des ballons, des jouets avec lui, ou sur les plages pour aller se baigner. Gaspard a toujours refusé d'aller avec eux, toujours refusé de leur parler, voire même il se détournait d'eux. J'avais demandé à Gaspard, mais pourquoi tu joues avec des enfants étrangers et pas avec les enfants vietnamiens qui viennent te solliciter pour jouer? Il m'avait répondu, on ne parle pas la même langue. Je dis, mais avec les Allemands non plus ou les Anglais non plus dans la piscine de la résidence. Il me dit, non, mais on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue. Donc, je ne sais pas non plus, parce que bon, il était petit, hein. Je ne sais pas, mais il a vraiment eu un rejet des enfants vietnamiens. Pas du Vietnam, pas des adultes, mais des enfants. Puis je pense qu'il y a des choses, ouais, comme tu dis, son corps a parlé en disant: «Il faut pas qu'on reste ici, il faut qu'on aille ailleurs», il y a des choses, en tout cas, je pense même moi aussi personnellement, je pense qu'il y a des choses que j'arrivais pas à exprimer quand j'étais petite, mais c'était mon corps qui exprimait pour moi, tu vois? Pour, un instinct un peu de protection aussi, pour pas aller chercher là où on n'a pas envie d'aller, quoi, donc Voilà. je pense que c'est quelque chose, ouais, de plutôt naturel, surtout quand on est jeune, je pense que c'est aussi pas évident de poser des mots sur ce qu'on vit parce que nous-mêmes, on comprend pas ce qu'on vit aussi, tu vois? Tu vois, un enfant, orphelin qui retourne quelques années après dans l'orphelinat, bah, il faut s'accrocher, quoi. Enfin, mine de rien, c'est pas anodin, donc que le corps, il réagisse, c'est ce qu'il y a de plus primitif aussi, de plus primaire, donc Ouais. heureusement, en fait, presque que le corps sait dire non parce que l'enfant, en tant qu'être humain, est-ce qu'il a la présence d'esprit de dire, «Il faut que je dise non parce que ça me rappelle nanana nanana». Mm. Voilà, donc Et c'est vrai que dans ouais. mon imaginaire à moi, il était tellement petit quand il est parti de l'orphelinat, il avait que 3 mois et quelques, hein, que je n'ai pas pensé qu'il pouvait réagir de cette façon, en sachant que de toute façon, on ne serait pas allé dans les étages de. C'était juste voir la maison extérieurement, mais même ça, il l'a refusé. Voilà. Et étonnamment, il y a eu comme ça pas mal de choses. Puis bon, de toute façon, Gaspard, c'est un enfant qui va bien. En revanche, il fait des crises d'eczéma. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intériorisation de son de stress, de certaines choses qui certainement il a du mal à exprimer, ce qui est très pudique. Il a du mal à exprimer comme ça ses sentiments. Il a aussi beaucoup de fierté, voilà. Et c'est aussi par des crises d'eczéma que ça se traduit, hein, que ce soit pour les études, pour familialement, affectivement, etc. Et donc les 2 voyages au Vietnam que vous avez faits, donc le premier c'est quand il avait 2 ans et demi, 3 ans Oui, à peu près. Et le et deuxième, il avait 6 ans et demi, 7 ans à peu près, je crois. et Je lui ai depuis promis de retourner, ben, je lui ai promis de retourner à l'adolescence au Vietnam, sauf qu'avec le Covid, ouais, voilà, et puis maintenant, c'est devenu très cher. Les billets pour le Vietnam sont devenus ouais. très chers, il y en a beaucoup moins. Mais en revanche, je lui ai dit avant ses 20 ans, on retournera au Vietnam. Je souhaitais qu'il redécouvre à nouveau son pays avec ses yeux d'ado, enfin, Mmh. de jeune adulte. Donc c'est prévu, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire. C'est prévu. Après, c'est pas une envie particulière pour lui. C'est Ouais. plus à la limite la mienne. Ça lui fera très plaisir. Mais il a quand même des souvenirs de nos voyages au Vietnam quand il était plus petit. C'est pas une grande envie qu'il a de.
c'est pas un besoin, une nécessité, hein, Mmh. de retourner au Vietnam. Il a plutôt envie de visiter. Il adorerait visiter le Japon, l'Asie, hein, pas forcément le Vietnam. C'est voilà, lui, c'est pas un refus, mais pas une envie. En parlant du Vietnam, justement, est-ce que le sujet de ses origines, c'est quelque chose qu'il aborde, avec toi? Est-ce qu'il a, un dossier sur lequel il y a des informations, sur lesquelles il peut avoir des informations? Comment ça se passe, chez vous? Il a évoqué une seule fois sa maman biologique, une seule fois, ce qui est peu finalement. Où il a évoqué, il avait peut-être 9 ans. C'est compliqué pour moi de fixer une date précise, mais je pense qu'il devait avoir 9-10 ans, je crois. Il a évoqué sa maman biologique pour savoir qui elle était. Et puis, donc moi, je lui ai dit que j'ai un dossier où il est indiqué l'adresse de la maman biologique sur ce dossier. Donc, j'avais dit, bah, écoute, si tu as à nouveau besoin ou envie, bah, qu'on fasse une recherche sur ta maman biologique. Je dis, je te promets rien, j'ai une adresse. Je ne sais pas si c'est une adresse qui est encore valable ou quoi que ce soit, mais il le sait qu'il y a une adresse. Donc, avec un nom, enfin, avec un prénom sur ce dossier, il le sait depuis très longtemps. On ira, mais pas maintenant. Je lui avais dit, tu as 9 ans, 10 ans, plus tard. Voilà. J'avais dit dans quelques années. Déjà, je voulais savoir si c'était quelque chose qu'il aurait demandé à nouveau, enfin, si c'était un souhait. Voilà, parce que là, c'était la seule fois qu'il l'avait évoqué. Donc, il le sait. On en a reparlé de temps en temps. Il sait que c'est possible. Il n'a jamais renouvelé bah, sa demande d'aller au Vietnam et de retrouver sa maman biologique. C'est pas. Voilà, on en reparle de temps en temps aujourd'hui. Pour lui, il l'a mis de côté. C'est ce qu'il me dit. Il l'a mis de côté. Il connaît l'histoire. Il sait qu'il y a un dossier. Il a même vu ce dossier. Il a tout vu. Je lui ai montré il n'y a pas longtemps, au moment de l'inscription du bac, puisque j'avais le dossier avec moi et il y avait besoin de papier pour le recensement, etc. Donc, il a regardé le dossier. Il a feuilleté quelques pages du dossier. Donc, tu vois, c'était avant le bac l'année dernière. Il n'a même pas tout lu. Et il a dit, ah, voilà, bah, l'adresse de sa mère biologique. Il a aussi découvert, parce qu'on n'en a jamais parlé, il n'a jamais demandé. Et moi, j'étais pas très à l'aise non plus pour l'évoquer. Donc ça n'a pas été caché, mais jamais évoqué. Il est né de père inconnu. Donc sur le dossier, il y a une maman biologique, il n'y a pas de père. Et là, il a découvert, même si ça a été légèrement évoqué avec lui qu'il n'y avait pas de papa, mais les questions qu'il avait, c'était plutôt par rapport à la mère, pas par rapport au père. Il a découvert donc qu'il était né bah, d'une maman biologique célibataire, de père inconnu. Et il a fait ah bon. Et donc là, j'en ai discuté avec lui. Je dis mais donc enfin voilà, comment tu prends les. Il me dit bah non, bah au moins je sais, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, pour Gaspard, de ce qu'il me dit, après je ne suis pas dans sa tête, hein, dans son cœur, hein, mais de ce qu'il me dit, c'est une partie de son histoire qu'il a mis de côté pour le moment. Pour le moment. Oui, beh, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est très bien comme ça parce qu'une chose à la fois dans la vie et puis, Ça reviendra peut-être, hein, peut-être à des moments de sa vie, mmh, il se passera quelque chose par rapport à son, son abandon, mmh, sa, sa famille biologique. mmh. Oui, Mais il y a pour le peut-être, moment, c'est ce qu'on entend dans les épisodes du podcast des enfants qui ont été adoptés. Il y a souvent un élément déclencheur qui fait qu'on va remettre la tête dedans et fouiller et voir les infos qu'on a et peut-être aller plus loin. Et après, il y a d'autres histoires où il y a pas et il y a pas besoin et il y a pas, c'est pas nécessaire pour grandir et pour avancer, quoi. Donc, puis il est encore jeune, hein. il est encore jeune, puis je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des événements Mmh, qui peuvent surgir, qui à un moment mmh, donné, voilà, y repenser ou voir des réponses à des questions. Allez, de toute façon, toutes les questions qu'il a auxquelles je peux répondre, moi, mmh, il a les réponses. Mais il le sait, je lui ai dit, il y a des questions que tu peux avoir. J'ai pas de réponse, Gaspard. Je n'en ai pas. mmh.
Ça, il le sait qu'en revanche, il y a rien de caché ou de détourné et cetera. Oui, c'est ça, tu es franche sur le sujet, quoi. Oui, le dossier, il l'a lu, hein, Mmh. au début, je me suis dit: «Ouh là, et non, non, il l'a feuilleté. Il l'a Ouais. feuilleté. Mmh. Puis après, il a dit: «Donc c'est bon». Voilà. Ouais. Alors tu sais, la dernière fois, c'est mon frère qui cherchait des papiers et puis du coup, j'étais avec mes parents, puis, on est retombé sur les papiers d'adoption Ouais. et il y a maman qui avait un carnet où elle écrivait tous les jours, tu sais, ce qui se passait et cetera, Mmh. nin puis elle me dit: «Viens Louise, on va regarder ensemble et tout». Je dis: «Non». J'ai dit: «Je suis désolée», mais parce Mmh. qu'au fond de moi, je savais que ça allait déclencher beaucoup trop d'émotions et Mmh. c'était pas le moment pour moi. J'étais pas prête à encaisser autant d'émotions, tu vois? C'était Oui. vraiment, fallait que c'est en fait, il fallait que je me protège aussi, tu vois? Que, c'était dans ma période où je me lançais dans l'entrepreneuriat, machin, je me posais mille et une questions, j'avais assez de choses dans la tête à penser. Mais peut-être que Gaspard, c'est aussi ça. Il ne l'exprime pas comme toi, tu vois? Mmh, Mais peut-être qu'il y a aussi une part de parce qu'il a pas lu complètement, il l'a feuilleté, tu vois? Donc il y mmh, a peut-être aussi une part de rejet. Ça peut être ça ou autre chose, mais c'est compliqué de savoir. C'est comme tu dis, il y a que les enfants qui s'ils n'en parlent pas, qui peuvent savoir ce qu'ils ressentent ou même ne savent pas mettre d'émotion. mmh, Ce qu'ils ressentent, comme tu dis, c'est le corps qui parle et ouais, c'est compliqué ouais. de tout analyser, de tout comprendre. Ouais, ouais, ouais et même ce que je te disais tout à l'heure, même nous en tant qu'enfants adoptés, je pense qu'il y a des fois, rien que mettre des mots sur ce qu'on peut ressentir par rapport à ça, c'est ultra compliqué parce qu'on a vécu des choses en tant que, que fœtus, nourrisson et cetera, qui sont ancrées dans le corps qu'on peut pas mettre des mots dessus, mais en tout cas, on peut encore ressentir des choses, tu vois? Et je pense que enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je pense que, le corps, c'est la plus belle chose qui me permet d'exprimer, Ouais, hem, soit des désagréments ou des choses comme ça sur ce sujet-là, quoi. C'est mon corps qui va parler avant que je mette des mots sur quelque chose par rapport à l'adoption. mmh, Ou en tout cas, des émotions qui vont sortir avant même que dans ma tête, je les ai, identifiées et arrivées, tu vois? Donc ouais. c'est, Il y a juste en parlant de ça, en parlant de corps, il y a juste une anecdote, hein, comme quoi il y a aussi le travail de parent, tu vois? Parce que j'ai eu longtemps, moi, la crainte qu'on me le retire. J'avais cette mmh, crainte, je l'avais exprimée, en partant du Vietnam, mais même après. Les enfants vietnamiens, il y a beaucoup d'enfants vietnamiens qui ont plein de traces bleues sur le corps parce qu'il y a une alimentation au Vietnam. Alors, c'est connu des pédiatres. Il y a une alimentation au Vietnam que les mamans, voilà, où ça fait comme des schtroumpfs, des taches bleues sur le corps. Alors, ça peut être sur la cheville, le dos, etc. Et Gaspard en avait. Il avait deux. Il avait le crâne plat parce que bah, les enfants dans l'orphelinat étaient toujours allongés. mmh, Donc, du coup, il a fallu faire des séances chez un kiné ostéo pour remodeler un peu son crâne qui était tout plat derrière. Et il avait ses traces bleues. Et les pédiatres le savent. En revanche, quand il était en maillot de bain sur la plage, on les voyait. C'est c'est comme la peau qui est bleue, comme une veine, mais en grosses taches ou petites taches, etc. Et je me disais en tant que maman, on va croire que je bats mon fils. On va croire que je le frappe, on va me le retirer, on va me le retirer. J'ai eu cette crainte pendant très longtemps aussi, hein, de me dire, s'il se passe quoi que ce soit, on va me le retirer. Donc aussi, même juridiquement, alors qu'il y avait eu l'adoption plénière, parce que ça a été un grand moment aussi quand je suis passée devant les procureurs, avocats, juges, c'était 10 devant moi. Là, c'était la dernière étape de validation du dossier d'adoption plénière. J'ai eu quand même longtemps la crainte, on va me le retirer, on va me le retirer, qu'il se passe rien, quoi, pour voilà. Et les traces bleues en faisaient partie, je le voyais sur la plage. Et je me disais, oh, on va croire que je bats mon fils, il va y avoir une plainte de déposer. C'est une anecdote aussi, comme quoi il y a aussi enfin en tout cas j'ai traversé ce cheminement aussi, hein, mmh. que juridiquement vraiment, voilà, former une famille, hein, qui ait plus de crainte qu'on me le retire. Mmh, cette crainte que tu as eue, elle s'est évaporée à partir de quel moment à peu près? C'est venu petit à petit, hein. Ouais. C'est venu petit à petit, hein, et puis je me sentais pas. J'ai eu un souci de légitimité, hein. Étant maman solo, j'ai eu cette culpabilité, hein. Mais pendant longtemps, même maintenant, c'est assez récurrent parce que bon, il a un papa de cœur, mais c'est pas un papa qu'il a adopté avec moi juridiquement.
j'ai eu longtemps aussi la culpabilité de me dire, hein, est-ce que il est dans la bonne famille, hein, tu vois, Mmh. pour lui, est-ce qu'il n'aurait pas, des fois quand j'ai un peu des idées noires, me dire bon bah, il n'a pas eu de chance, peut-être qu'il aurait été mieux dans une famille avec un papa, une maman. Non, mais des fois quand j'ai des idées noires, hein, des coups de blues comme ça, pas des idées noires, mais des coups de blues, hein, parce qu'il y a un problème de santé, enfin, tu vois, des événements dans la vie, de me dire, euh, bah, peut-être que pour lui, je me sentais peut-être pas enfin, peut-être j'ai eu un problème de légitimité en tant que maman solo. Mmh. Le fait de l'adopter seule, je pense que ouais, ça m'a déclenché quand même de temps en temps des, des questions de légitimité. Je culpabilisais qu'il n'y ait pas eu de papa adoptif, etc. Ouais. Un peu comme, les parents, les nouveaux parents même d'enfants, biologiques qui se demandent: «Est-ce qu'ils font bien? Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis un bon papa?» en fait. Est-ce que c'est un peu Ouais. pareil pour toi? Alors, je sais qu'en tant que maman, avec ma relation avec Gaspard, je me pose pas de questions. C'est plus le Ouais, contexte, hein, de OK. maman solo. Ouais. C'est-à-dire que bon, comme tous les parents, on fait des erreurs, enfin, c'est Mmh. compliqué, voilà. On se pose des questions si on fait bien ou pas. Mais en revanche, je sais qu'en tant que maman, j'ai pas de problème de légitimité. C'est plus ce contexte, hein, de Mmh. maman solo. Mmh. Et Du coup, est-ce il n'y ait que pas un couple, un père, voilà, même si on a vécu pendant 10 ans en famille, mais maintenant, oui, là, je suis célibataire, hein, c'est vrai que je me pose de temps en temps la question. mmh, c'est une question qui me vient, tu me dis si je me trompe, hein. Le fait d'être maman solo qui a adopté un enfant ou maman solo qui a eu, en tout cas, un enfant il y a 18 ans, Mm. c'était, différent d'une maman solo qui a un enfant aujourd'hui? Dans le sens où est-ce que c'était moins bien vu, moins bien accepté, moins bien perçu par la société que ça peut l'être aujourd'hui? Alors, j'ai pas du tout été confrontée à ça. Pour moi, dans mon parcours, il n'y a jamais eu de frein ou de regard ou de comportement vis-à-vis du fait que j'étais maman solo. Et même, hein, je dirais même, c'était nouveau, enfin, quand même, c'était nouveau un peu dans la société, mais c'était extrêmement bien perçu, hein. Je trouve, en tout cas, de ce que j'ai vécu, hein. Il y avait à l'époque, hein, il y avait à l'époque Angelina Jolie qui avait adopté un Mmh. enfant au Cambodge. Et souvent, mais dans l'entourage, on me comparait à elle, on me parlait d'elle, hein. Donc non, mais comme c'était une Excusez-moi, star, on n'est pas avec Gwenaël, on est avec Angelina Jolie là. voilà, comme c'était une star, etc. Du coup, il y avait Ouais. un parallèle avec. C'était au même moment quasiment. Je suis quelques mois plus tard. Donc il y avait un espèce de parallèle avec bah, cette actrice star voilà, qui faisait les couves de journaux avec son petit garçon du Cambodge. Mmh. Donc bah, souvent on m'en a parlé et quelque part ça intriguait. Ça, on me posait pas mal de questions, mais presque, hein, j'étais, comment te dire, si on veut un cliché, une héroïne, quoi. Ouais. D'avoir fait ça toute seule, hein, d'être allée là-bas toute seule. Tout le monde sait que c'est un parcours extrêmement difficile déjà pour un couple, hein, mais quelque part c'était waouh, euh, tu peux être fière de toi, t'es courageuse. Voilà, on me disait t'es courageuse, bravo. Ça, je l'ai vécu, hein, Mmh. mais pas de rejet ou de questions mal placées par rapport au fait que j'étais maman solo. Et tant mieux, parce que ça Oui, t'enlève un poids aussi en fait, oui, oui, parce que j'avais quand même bah, ce problème de légitimité, tu vois, par rapport au Mmh. contexte. Moi, je me suis mince, me suis, mais clairement posé la question de temps en temps, hein. C'était pas, voilà, j'ai pas vécu avec ça, mais de temps en temps, sur des coups de blues, je me dis peut-être que ça aurait été mieux s'il avait eu un couple de parents qui l'adorent, mais plus le contexte, pas au point de vue amour, parce que ça, Mmh. j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Oui et puis tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'es transformée en maman louve, instantanément quoi. C'était, Oui, exactement. non négociable et vraiment, spontané en Ah plus, tu vois? Donc non, puis il y avait l'entourage de son grand-père, de sa grand-mère avec qui il était très proche. Ensuite, ma sœur est venue habiter aussi à Perros-Guirec avec son euh, fils, hein, donc mmh. son cousin très proche. Donc il y avait une unité familiale, mais pas le couple. Voilà, c'était plutôt le côté papa.
avant qu'on soit, enfin, avant qu'il ne connaisse son papa de cœur et après la séparation. C'est Ouais. quelque chose qui est revenu après la séparation. Disant, bah voilà, il a eu la chance d'avoir une famille unie avec un papa qui avait un enfant aussi. Donc on était en famille recomposée. Mmh. Et puis après, on s'est retrouvés à nouveau tous les deux. Et là, c'est revenu Mmh. dans mes pensées. OK. En termes de, parce que bon, ton fils, il a des traits, du Vietnam, du coup. En termes d'intégration, est-ce qu'il a vécu, tu vois, par exemple, des périodes où il a eu des réflexions racistes ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu appuyé sur sa différence, peut-être? Raciste, oui, ça, il a été confronté. Surtout, on le traitait de chinois. Alors, j'avais bien expliqué à Gaspard, hein, que bon, voilà, donc c'était du racisme, mais surtout que voilà, qu'il était vietnamien et pas chinois. Une façon un petit peu de recadrer ceux qui ne savent pas, quoi, qui traitent de chinois tous ceux qui ont des traits asiatiques, hein. Et donc d'expliquer de manière, ça c'est mon côté louve, hein, qui ressortait un petit peu au-dessus des autres, hein. Bah, tu sais pas, moi je vais t'expliquer. Tiens, Mmh. voilà, vietnamien, c'est pas la Chine. Et de dire, voilà, ben, en gros, imbécile, quoi. Donc, il a été confronté. Après, c'est passé sur lui. C'était moi qui en souffrais plus. Une fois, il avait été confronté à des soucis de racisme à l'école en primaire. J'avais pris rendez-vous avec la maîtresse et elle connaissait bien Gaspard, hein, et sur lui, ça glissait. Alors peut-être pas au tout début, mais ensuite, ça glissait. En tout cas, de ce que lui me disait et de ce que je pouvais analyser. En revanche, c'était moi qui étais la plus malheureuse, quoi. Je m'étais dit, mince, bon, c'est un enfant qui a été adopté, en plus il est confronté au racisme. Il était dans une école de village, hein, il y avait très peu d'étrangers. C'est une petite école à Perros-Guirec, très peu d'étrangers. Et puis, elle m'avait dit de me blinder. Elle m'a dit, c'est à vous de vous blinder, parce que lui, je pense que... Et puis, bah, c'est le côté aussi vietnamien. Ils sont quand même assez durs, hein, de caractère, les Vietnamiens. Ils ont un caractère assez, ouais, assez orgueilleux, assez dur, hein. Et elle m'avait dit, lui, ça a l'air de pas avoir de prise sur lui, mais vous, blindez-vous. Donc oui, après, il a toujours été confronté de manière régulière à des gamins. Mais bon, moi, quand j'étais jeune, j'avais les oreilles décollées, j'étais confrontée à ça. Je pense que c'est la jungle un peu, l'école, et que voilà, lui, c'était le fait qu'il soit asiatique. D'autres, hein, mais pas plus qu'un autre qui aurait pu avoir, je sais pas, du surpoids, ou moi, les oreilles décollées, etc. Il se faisait respecter quand même, Gaspard, à l'école. À part certains gamins, il se faisait respecter. Il s'est jamais laissé faire. Il n'était pas du tout en position de victime. Après, sur l'adoption, il a été confronté une fois, de ce qui m'est revenu à moi et à ma famille d'ailleurs. Le... Après, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réflexions sur l'adoption. J'en sais rien. En tout cas, il ne me l'a pas dit. C'était à l'époque où il était dans la même école que son cousin. Il y a un gamin qui est venu voir le cousin et Gaspard en disant, de toute façon, vous n'êtes pas cousins, vous n'êtes pas des vrais cousins, parce que Gaspard, il a été, bah, pour le coup, abandonné. Donc, il a été adopté, abandonné, adopté. Donc, ça n'est pas ton vrai cousin. Et c'est ce que je t'évoquais lors du premier podcast. C'est le cousin qui l'a très, très mal vécu. Gaspard, lui, m'en avait même pas parlé. Je l'ai appris par ma sœur, donc la maman de son cousin, qui m'a appelé en disant que le petit cousin était rentré en pleurs à la maison, en disant que Gaspard n'est pas mon cousin, maman, pourquoi? Et c'est ce que je t'évoquais. On n'avait peut-être pas suffisamment préparé le petit cousin, mon neveu, à l'histoire familiale de Gaspard et son histoire, et que lui, pour le coup, a été vraiment choqué. Ouais, il s'est pris une sacrée réflexion, hein. Ouais. Et puis, de toute façon, à l'école, c'est la jungle, hein, donc quand Ouais. même, hein, ils s'épargnent pas, les gamins, hein, la vache. Ils s'épargnent pas, et voilà, ils sont pas toujours préparés, hein, non Mmh. plus à ce type de réflexion. Et pour le coup, c'était le cousin. Autant Gaspard était ultra préparé, mais pas le cousin. Et puis Gaspard, on lui avait toujours dit, transforme. C'est une assistante sociale qui m'avait conseillé au moment de l'agrément. Ce que je lui avais dit, mais le jour où il aura des réflexions, etc. Et elle m'avait évoqué l'histoire d'un papa et d'une petite fille qui avait été adoptée par un papa qui avait quand même un certain âge, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a des parents adoptifs qui peuvent être plus âgés aussi que, que d'autres parents biologiques.
avec le parcours long des fois de l'adoption et puis, ben, voilà, le parcours aussi avant de peut-être d'essayer d'avoir un enfant biologique. Et elle m'avait dit, la petite fille était rentrée en pleurs auprès de son papa parce que des gamins à l'école lui avaient dit, mais ton papa il est vieux, donc ton papa il va pas vivre longtemps, il est vieux, c'est la jungle, il est vieux. Et c'est le papa qui en avait parlé donc à l'assistante sociale et qui avait évoqué le fait de transformer en force quelque chose qui au départ est une réflexion qui peut faire souffrir. Et la petite fille était revenue après en avoir discuté avec le papa le lendemain, en transformant ça en force, en disant auprès des gamins qui l'avaient effectivement interpellé, en disant bah, mon papa il est peut-être vieux, mais mon papa lui fait de la moto et il m'emmène en moto et on fait des grandes balades ensemble, etc., etc., etc. Et donc moi du coup j'avais l'assistante sociale m'avait évoqué cette histoire, j'avais dit essayez toujours de transformer si on peut, pas toujours évident, mais en force. Et pour le coup, j'avais dit à Gaspard bah, tu sais, Gaspard, tu ne seras pas comme les autres. Voilà, bah, tu es différent. Mais ça, voilà, sera une force. Tu as une double culture. Voilà, tu auras eu bah, ton pays dans lequel tu es né, le Vietnam, la France. Et ça, c'est une grande richesse. Voilà, et tu ne seras pas comme tout le monde, tu ne seras pas un mouton, ça c'est mon côté louve qui renaît, tu ne seras pas un mouton, tu auras une vie avec une histoire différente, mais ça c'est ta richesse. Donc j'essayais, comme je peux, de transformer ça en force. Donc ça demande un peu de réflexion, de dire comment transformer effectivement une réflexion en force. Voilà. Puis je pense qu'il bah, il a une personnalité quand même assez orgueilleuse et donc il se blinde. Voilà aussi par rapport à tout ça. Puis pas après, peut-être il y a eu d'autres histoires, mais bon, à l'école, on ne sait pas tout ce qui se passe non plus à l'école. Ouais, ouais, c'est sûr et puis je pense qu'il y a des fois aussi, on raconte pas tout aux parents aussi parce qu'on a un peu une Oui, envie de les protéger aussi, je pense, sur exactement. certains Après, sujets. lui, c'est plus aussi, à un moment donné, s'était posé la question si le fait qu'il soit différent physiquement, s'il allait plaire aux filles. Ça a Ah! été... Ah, c'est drôle! Ouais, il savait pas si ça allait plaire aux filles. À un moment donné, il avait des doutes. Il dit de toute façon, je plais pas aux filles, etc., etc. Donc le fait d'être différent, parce que bah, c'est vrai que les ados, en tout cas de l'époque là de Gaspard, sont assez grégaires quand même. Donc c'est trouver sa place et son identité dans un groupe. Et il avait le sentiment que les autres copains plaisaient plus aux filles que lui. Donc à un moment, c'est vrai que c'était posé aussi la question par son physique. Mmh. C'est très asiatique, est-ce que voilà, il plairait aux filles? Mmh. Parce qu'il avait ce doute-là. Ah, Bon c'est là, drôle. donc, Oh, je c'est dis pas drôle, c'est mignon. ouais, je dis t'inquiète, ça c'est le terme des jeunes. Je dis t'inquiète, tu verras, ça marchera, Ça va aller. ça va aller. Si c'est que ça Super. va. Ouais, non, c'est vraiment oui, si c'est que ça, c'est que ça va. Si c'est que ça va. Mais bon, après voilà, je sais pas. Je sais pas après, dans sa vie, Mmh. dans ses groupes d'ados, est-ce qu'il a été confronté et tout? Je sais qu'il a des amis, socialement il est bien intégré et Mmh. cetera, mais il y a toujours, eu des soucis avec certains. Ouais. Voilà, Ouais, mais et puis on dit aussi en général que au moment du covid, ça il a été confronté, hein. au moment du covid, j'ai pas excuse-moi, ça a coupé du coup? Au moment du covid, comme, si tu veux le virus venait de Chine, Ah oui! si tu veux, ils différenciaient pas le fait qu'ils soient vietnamiens et pas chinois. Pour eux, l'Asie, ils sont tous, voilà, Ouais. chinois. Ils sont Mmh. même pas thaïlandais ou cambodgiens ou coréens, ils sont tous chinois. Même pas enfin, voilà. Et donc il avait été confronté à une recrudescence un peu des réflexions racistes, quand il y a eu le covid, justement parce que le virus venait de Chine. Ouais. Je pense qu'on a fait un petit tour de parce qu'on s'était noté des petites choses à à évoquer pour cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais bien te poser une petite question. On l'a abordé juste avant, sur le mot «abandon». Dans le Oui, premier épisode, tu nous disais que tu voulais pas utiliser ce mot-là. Je oui. sais que ça a fait réagir, quelques personnes de la communauté du podcast. Est-ce que tu veux bien, très rapidement, hein, tu pas besoin forcément de rentrer dans le détail parce que enfin, c'est ton histoire, ça t'appartient aussi, Mmh. mais nous expliquer pourquoi ce mot «abandon», tu l'as pas utilisé, avec Gaspard?
Alors, le terme abandon, j'ai jamais utilisé, mes parents non plus, mon entourage non plus, sans qu'on se soit concerté. Pour eux, c'était une évidence aussi que c'était un terme pour nous trop violent, qui correspondait pas forcément à peut-être son histoire, hein, puisqu'on ne sait pas pourquoi il a été abandonné, hein, et que pour moi c'était violent, que ça pouvait. C'était le terme qui était violent, c'est pas l'idée hein, d'être. C'est pas le concept de l'abandon, c'est ce mot que je refusais. Effectivement, c'est un abandon, donc c'est pas le concept en lui-même. Sa mère l'a abandonné, donc moi j'utilisais plutôt le mot confier à l'orphelinat parce que c'est le mot en lui-même. Je trouve que c'est un mot fourre-tout qu'on utilise dans, dans d'autres domaines, voilà. Et pour moi, bah, je vais peut-être être très cash, mais bon, ça veut dire aussi comme on peut l'évoquer rejeter, ce qui n'est pas forcément le cas, peut-être, mais en tout cas je ne sais pas. C'est rejeter, c'est on abandonne un chien avec dans la nature, voilà. Mon interprète m'avait aussi évoqué quand la France était fermée à l'adoption au Vietnam, qui était vraiment pays phare de l'adoption, qui avait des enfants qui étaient abandonnés dans des champs, quoi, parce qu'il n'y avait pas de place dans les orphelinats, puisque la France, gros pays d'adoption, ne pouvait plus adopter. Donc voilà, donc pour moi, c'était cette violence du mot. C'est-à-dire que il faudrait pour moi un autre mot qui n'existe pas. Donc j'utilisais le mot, et ma famille aussi, confié à l'orphelinat ou orphelin, voilà, mais pas abandon, qui pour moi voilà, évoque tellement de cas, de possibilités, de et puis qui peuvent être effectivement apparentés à une certaine forme de violence, je trouve, hein, pour moi. Voilà. C'est OK. plus le mot, le terme, pas ce que ça représente. Mmh. Ouais et le fait que ce soit utilisé dans des contextes tellement différents et tellement violents pour toi, du coup, c'est pas, Oui, le bon mot, en tout cas. oui. Et OK. puis voilà, c'est souvent des fois un mot qui sort comme ça, abandon. Enfin, je, non. Mais il le sait, hein, Gaspard. Voilà, il le sait parce que lui, a de temps en temps, utilisé ce terme. C'est moi plus avec ces images clichés d'abandon un peu violentes. Et puis, je ne connais pas son histoire. Donc, je ne sais Mmh. pas pour quelle raison il a été abandonné, confié à l'orphelinat. Mmh. Euh, voilà, c'est pas forcément un rejet, peut-être, je sais pas. Pas forcément un rejet, il y a peut-être beaucoup d'amour derrière. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Cabrel, hein. Si jamais, voilà, les auditeurs souhaitent hein, écouter cette chanson, il y a Cabrel qui a fait une chanson sur ce qu'il a adopté une petite fille au Vietnam, et il a fait une chanson sur la maman biologique de sa fille, hein, et qui s'appelle Mademoiselle. Donc écoutez cette chanson de Cabrel qui s'appelle Mademoiselle et qui rend hommage à la maman biologique hein, de sa fille, hein, ce qui est très rare, et vous verrez que c'est plein d'amour. Donc du Mmh. coup, moi cette chanson, je la connais depuis très très longtemps. Et c'est vrai que quand on écoute cette chanson et qu'après, euh, on met à côté conjointement le mot abandon, voilà, on voit vraiment que c'est peut-être pas le terme idéalement choisi pour toutes les situations. Voilà, il faudrait d'autres termes, d'autres mots. Le terme abandon, enfin, voilà, c'est correspond pas à toutes les, je pense, toutes les histoires, toutes les situations, les raisons pour lesquelles, voilà, un enfant a été abandonné. Et des fois, c'est aussi une question bah, d'amour. Il y a quand même une question d'amour, voilà, derrière. Mmh. C'est juste le terme qui est pour moi un peu fourre-tout, enfin, et qu'il faudrait d'autres mots, enfin, Mmh. voilà. Bah, tu vois, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, faut que j'arrête de dire c'est marrant. C'est vraiment un tic de langage, je pense. Mais quand j'ai créé le podcast, j'ai cherché le nom du podcast pendant longtemps, tu vois? De me dire, quel mot, enfin en tout cas dans le champ lexical de l'adoption, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Donc il y a adoption, il y a abandon, il y a racine, il y a origine et cetera et Ouais, on n'est pas sur des mots qui sont vraiment très jolis quand même, hein. Quand on regarde de près, c'est vraiment pas très fun. non. Donc je suis partie sur quelque chose de complètement différent d'ailleurs, qui s'appelle 7h30, tu vois? Le truc a rien à voir. Mais j'ai trouvé que oui, effectivement, dans le champ lexical de l'adoption, on est sur un quelque chose de vraiment pas très joyeux, pas très gai. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, comme tu le dis, et comme l'assistante sociale l'avait dit, c'est comment transformer quelque chose de difficile en force et c'est cette deuxième partie qui est la plus importante au final dans nos vies, quoi. ouais. Et voilà, et c'est pour ça que moi, c'est vraiment c'est le mot, hein. C'est pas ce que ça signifie, c'est le mot. Mmh, voilà. C'est pour ça que j'utilisais donc hein, dans mon histoire confiée à l'orphelinat. Ouais. Ta maman biologique t'a confié. Voilà, mais
parce que pour moi, c'était aussi un peu le cas, hein, quand même, hein, voilà, Gaspard sa maman biologique a accouché, d'après ce qu'on m'a raconté dans son histoire, à l'hôpital, hein, et qu'ensuite l'enfant a été confié à l'orphelinat. C'est en plus la vérité. Et on ne sait Oui. pas ce qui s'est passé entre l'enfant et la maman. Je ne sais pas, ça leur appartient, enfin, leur appartient, il appartient à elle, hein. Mmh. Voilà. Complètement. Super. Bah, écoute, je te propose qu'on s'arrête là, sauf si tu vois d'autres sujets, qu'on n'a pas abordés. Non, je pense qu'on a vraiment là pour le coup voilà, évoqué en tout cas les moments importants. Mmh. Ouais, on a fait une photographie de votre vie là, hein, vraiment. Et je vais t'envoyer une photo de Gaspard. Oh génial. Bah, écoute, je la mettrai du coup sur la publication Instagram, comme ça on aura un petit peu de Gaspard avec toi aussi. Il m'a donné Heu, comment? il m'a donné son accord. Oh, je suis très heureuse. Merci beaucoup Gaspard si tu écoutes, cet épisode. En tout cas, Gwenaëlle, je te remercie encore une fois infiniment pour ton partage, le partage de ton histoire et de celle de Gaspard. Je suis ravie qu'on ait fait cette deuxième partie ensemble, qu'on ait complété du coup cette première partie, et je pense que encore une fois, ton témoignage va parler à beaucoup, beaucoup de personnes, qui nous écoutent. Gaspard, moi je t'embrasse. Merci aussi. Tu pas là, mais on a beaucoup parlé de toi et beaucoup pensé à toi. Et en tout cas, à vous les auditeurs, pardon, je vous dis, à très vite et je vous remercie encore une fois pour votre attention. N'hésitez pas à partager, pardon, le podcast autour de vous. C'est ce qui permet, de partager nos histoires, au monde. Merci beaucoup et à très vite. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.